Bonjour, je vous fais une vidéo vidéo rapide pour vous montrer comment vous pouvez faire pour réduire la taille de votre exécutable, la taille aussi de vos shaders pour que ça rentre dans les démos 64K. C'est quelque chose que j'ai dit pendant le cours, mais j'ai pas trop insisté dessus. Donc là, je vous fais une petite vidéo pour rappeler ce que vous pouvez faire. Donc là, vous avez le site d'API 8 et donc vous êtes concerné par les démos 64K. Quand vous allez un peu plus bas dans le règlement, vous avez cette ligne-là qui vous indique quel environnement va être utilisé pour l'exécution de votre code lors de la compétition. Et ça vous dit aussi que l'outil UPX, upx.sourceforge.net, sera disponible sur la machine de test. Alors, l'outil UPX, alors pas forcément aller chercher le code source ou quoi ici. Vous pouvez l'installer simplement en faisant. Alors, ça dépend sur quoi vous êtes. Bah, je dirais sur Mac, sauf que sur Mac, ça marche pas. Enfin, je reviendrai dessus après. Mais sur Mac, ça va être un sudo apt, sudo port install UPX et ça permettra d'installer l'outil. Hein, je vais le faire sans sudo pour vous montrer parce qu'il est déjà installé sur ma machine. Je vais faire un search. Hop, à la place. Voilà. Donc c'est cet outil-là. Donc on peut l'installer avec un sudo port install UPX sur Mac. Sinon, si vous êtes sur un Linux type Ubuntu ou Debian, sudo apt install et ça doit être UPX aussi. Enfin, si c'est pas exactement UPX écrit comme ça, hein, je vous laisse chercher. Voilà. Donc sachez que la machine cible c'est un Linux, qu'il est installé dessus et il fonctionne. Alors donc j'avais dit je reviens dessus rapidement ici concernant mon Mac. Par exemple, je suis ici sur un des dossiers de ce semestre, 01 éclairage. Quelque chose donc qu'on a fait dans les ateliers API 8 2026, 01 éclairage. Donc vous récupérez une des archives ici. Je vais travailler avec celle-là où on avait fait du fond. Donc tar zxvf et c'est 0201 1.2. Et donc là, quand je fais make, ça me compile mon programme. Et si je fais un ls-lh, je vais voir que mon binary déjà pèse 34K. Ce qui est en dessous des 64K, mais ça fait quand même encore beaucoup. Enfin, potentiellement encore beaucoup. Donc ça, on peut l'alléger avec UPX. Donc j'ai dit sauf sur Mac, ça marche pas. Bon, vous pouvez constater par vous-même. Enfin, ça marche plus depuis un an à peu près, car il y a eu des modifications et pour le moment UPX vous sort cette phrase-là. Sur macOS, c'est plus supporté. Essayez moins force macOS. Alors, vous pouvez essayer moins force macOS et ça marchera pas mieux. Ça fera le travail qui est censé être fait. Donc, vous allez voir combien vous allez gagner. Mais le binary va pas fonctionner. Donc, si j'exécute light tel qu'il est, voilà, il fonctionne. Il dessine un cube qui rotate avec un rendu Sobel, un éclairage Sobel. Et donc, vous avez vu que l'UPXC ne marche pas. Enfin, vous dit qu'il ne le fera pas parce que c'est pas supporté. Mais vous pouvez effectivement rajouter l'option moins force macOS. Et là, il vous sort ça en vous disant que maintenant le ratio de compression il est de 23,64. Alors ce ratio, c'est le ratio de ce qui reste. Il reste plus que 23% du binaire original
en termes de taille. Donc il a bien compressé le binaire qui fait plus que 8 kilooctets, ce qui est formidable. Voilà, ça sera le cas sous Linux et ça marchera. Sauf que là, sur mon Mac, quand je fais ça, bon, bah, j'ai un souci à exécuter mon programme. Bah, c'est à cause du support pour macOS qui n'est plus disponible pour le moment. Bon, ils auraient dû garder la version qui marchait encore. Ou c'est peut-être à cause des évolutions de macOS, je n'ai pas creusé la question. Mais peu importe, on est sous Linux pour la compétition, donc considérez que si votre force macOS vous a donné une taille donnée, ben, ça sera approximativement les mêmes tailles sous Linux. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer éventuellement vos codes que je teste s'il y a besoin, pour tester où vous en êtes au niveau de la taille. Bon, ok, ce point étant dit, donc c'est une première solution pour rentrer dans les 64K, c'est d'alléger le binaire généré. Et donc cette solution, elle est simplement apportée par cet outil UPX. Ça, c'est une bonne nouvelle. Deuxième éventuelle chose qui va être compressible ou compressable, c'est le dossier shader. Non. Oula. Bon, le DU, je suis pas sûr que le DU me donne la bonne taille. 8 kg. LS-LH shader. Oui. Moins de 8 kg. Oui, il me dit 8 kg, mais c'est la taille du dossier. Et enfin, c'est à cause du file system, j'imagine. Et là, on est à moins d'un kilo plus moins d'un kilo. Hein, on est à moins de 2 kilos ici pour les deux shaders. Mais on peut éventuellement vouloir alléger ces shaders aussi. Donc avoir quelque chose de plus léger. Donc disons que pour le moment, vous êtes à 8 kg plus 2 kg, vous êtes à 10 kg, vous rajoutez le fichier audio, vous rajoutez éventuellement la typo, enfin la fonte. Voilà, tout ça va peser dans la balance à la fin pour exécuter votre programme, pour rentrer dans les 64 kilos. Donc on peut alléger en plus les shaders. Bon, ici ça fait pas beaucoup, mais sachez que si vous prenez par exemple le bruit de Perlin qu'on a fait en cours, c'est plusieurs dizaines, voire quelques centaines de lignes, et ça commence à peser. Et donc les compresser, c'est pas mal. Alors là, je vous offre plusieurs solutions. Disons la plus simple, c'est ce qu'on appelle l'obfuscation de code. Là, bon, bah, c'est à vous de voir, hein, mais pour moi déjà, première chose, avant de commencer à obfusquer du code, gardez toujours une version non obfusquée. On pèsera que ce qui est utile, mais gardez par exemple, il y a un dossier shaders et un dossier shaders non obfusqué, dans lequel vous avez les shaders d'origine. Parce que obfusquer du code, c'est en gros venir le rendre presque illisible et le rendre illisible, surtout, ce qui nous intéresse, c'est de gagner des octets. C'est en enlevant ce qui est pas très utile pour qui compile, quoi. Et qui prend de la place. Alors, qu'est-ce qui n'est pas très utile ici et qui prend de la place? C'est surtout les noms des variables. Vous voyez, les noms des variables sont assez longs, donc si vous gagnez sur les noms des variables, vous allez gagner en poids. C'est les retours à la ligne. Quand ils ne sont pas nécessaires, ça nous fait gagner du poids. C'est les commentaires à enlever dans la version obfusquée. Ne serait-ce que le nom de frag color remplacé par FC, ça vous fait gagner quelques octets. Voilà. Bon, sur normalize, inverse, etc., vous ne pouvez pas gagner. Mais sur cette variable vue, on peut l'appeler V, elle est déjà courte. LD0, on peut peut-être raccourcir. Mais vous voyez, le problème après, c'est que votre code va devenir illisible. Attention, si vous renommez des variables qui sont uniformes, il faut renommer l'appel aux variables dans le fichier C. Donc attention, hein, vous amusez pas à renommer, à obfusquer un code shader et à obfusquer donc ces parties qui sont
qui font partie de la communication CPU-GPU, sans faire attention à ce renommage. Donc bon, moi j'y toucherai pas dans l'exemple que je vais vous faire là. Donc l'idée c'est, attendez, on revient en arrière. On refait un LS pour juste voir combien on va gagner sur ce FS. Alors on est à 870 octets. Donc je commence par faire le plus simple. Le plus simple c'est de supprimer les retours à la ligne. Alors on peut même écrire, je pense que tout devrait, enfin tant qu'il y a le séparateur point-virgule, en réalité tout est potentiellement, passe potentiellement sans retour à la ligne, à part le diagramme qui est là. Alors ça nous donne, hop, donc j'enlève tous les retours à la ligne. Ici, j'ai trompé. Hop. Tout ça, ça fait des octets de gagné. Et je sauve. Alors, au niveau taille, on est passé de 870 à 703. C'est pas énorme, mais c'est toujours un gain. Bon, imaginez maintenant qu'on modifie les noms de variables ici qui sont faits d'une quinzaine de lettres par une ou deux lettres. Ça permet de gagner pas mal. On va juste éventuellement changer quelques variables en plus, par exemple vue, on va la remplacer par v, yes, 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 yes. Bon, on n'a pas énormément de choix là. Le spéculaire, intensité spéculaire, on peut l'appeler IS celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme variable R0? C'est déjà assez court. Diffus, spéculaire. Bon, on va aller pour diffus. Après, il faut faire attention parce qu'on raccourcit les noms de variables. Je vais le remplacer par D. Yes. Alors, non. Yes. No. Ok. Et spéculaire. Par S, on n'a pas la lettre S, apparemment, c'est bon, on peut l'utiliser. Par S, yes, non, yes. Ok, peut-être frag color pour finir. On va le renommer par FC. Et du coup, ici, FC. Voilà, hop, ça nous fait 615 au lieu de 870. Bon, je ne sais pas si j'ai bien fait, je l'ai fait à la main, je ne sais pas si j'ai bien fait l'obfuscation, parce que c'est fait à la main, et que bon, j'ai peut-être fait une erreur. Mais en tout cas, donc vous passez de 800 octets à 600 octets, et le code devrait toujours fonctionner. Ah oui, le code, le problème c'est que je l'avais UPXé et que UPX sur mon Mac ne marche pas. Voilà. Donc je réexécute le code et le shader fonctionne toujours. Hein. Voilà, c'est pas parce qu'on le rend, disons, obfusqué, c'est-à-dire un peu illisible à l'homme, parce que ça c'est vraiment pas gérable pour un programmeur de lire un code comme ça, quoi. N'empêche, il est moins lourd. Voilà. Donc ça, c'est une autre idée pour gratter quelques octets et gagner quelques octets dans votre démo. L'obfuscation, euh, elle est automatisable. Alors, j'ai pas d'outil obfuscation de shader. J'ai pas d'outil que je recommande plus que d'autres. J'avais testé à l'époque celui-là qui avait l'air de faire quelques
du bon travail. Donc shader minifier. Euh, Après, il fallait repasser derrière, vérifier quand même un peu des trucs. Bon, il y avait aussi des outils en ligne, je crois. Hop, il y a celui-là aussi, enfin, il porte le même nom. Mais celui-là, il vous fait la minification, je crois, en vous créant un code à incorporer dans votre code C. Je reviendrai sur cette manière de faire aussi, qui finalement est super intéressante aussi. Et je vais vous montrer comment faire pour la faire fonctionner. Donc bon, bref, vous avez des obfuscateurs de code pour les shaders, mais attention, ils ne font pas des miracles, c'est-à-dire ils ne font pas tout le travail pour vous. Une partie du travail, par exemple, il faudra faire attention à tout ce qui est extérieur au shader, enfin externalisable par le shader, donc les uniformes et des choses comme ça. Il y a bien sûr des obfuscateurs de code pour le JavaScript, ça c'est bien connu dans ce domaine-là. En JavaScript, on a des choses qui font automatiquement le travail et le code JavaScript devient complètement illisible pour l'homme et il devient minifié. Donc ça vous permet de gagner pas mal de place. Voilà, je reviens en arrière sur mon shader. Euh, je le laisse tranquille comme il était parce que je vais vous montrer une autre manière de gagner de l'espace. Alors, vous pouvez gagner de l'espace en incorporant vos shaders dans le code en C directement. Et du coup, vous n'avez plus besoin du dossier shaders. Néanmoins, je vous conseille de le faire qu'à la fin, ça. Hein, vous êtes en train de programmer votre démo, etc. Vous finalisez les derniers trucs. Vous êtes quand même plus tranquille à venir développer sur un fichier à part et faire vos derniers tests, etc. avant de faire ce que je vais faire là. Donc cette étape-là consiste à prendre le shader et à l'incorporer dans le code en C. Alors comment on fait? C'est géré par GL for Dummies. Alors, enfin, c'est géré pas automatiquement, mais c'est géré. Donc, vous venez ici, là où vous appelez vos shaders. Donc là, on dit GL for Dummies, va me chercher un vertex shader dans le dossier shader qui s'appelle light.vs. Va me chercher un fragment shader dans le dossier shader qui s'appelle light.fs. Et bien, il y a une autre manière de lui dire. On peut lui dire directement, voici mon vertex shader, voici mon fragment shader, et au fait, ce qui est entre guillemets, c'est carrément tout le code. Alors, c'est pas... Alors, je sais pas si mon éditeur de code va m'aider à faire ce travail ou pas. J'espère. Alors, l'idée, c'est... bon, on va le faire avec juste le fragment shader. Et ensuite, éventuellement, si j'ai le temps, je le fais avec le vertex shader. Alors, vous remplacez fs par imfs pour dire qu'en réalité, c'est in le code. Et vs par imvs ou gs par imvs. imgs, pardon. Donc, vous rajoutez im en préfixe aux deux lettres qu'il y avait là. Donc, vous avez une balise à 4 lettres. Et derrière, vous mettez le code. OK? Donc, là, on va par exemple se mettre en début de... On va essayer de se mettre en début de ligne. Donc pour continuer une chaîne de caractères, la ligne d'après, vous pouvez faire ça. Bon, l'orientation n'est pas folle là. Bon, ok. Donc, là, ici, je suis en train de continuer la chaîne de caractères qui a débuté là. Donc, on peut faire une ligne par morceau de code pour que ça reste visible. Je vous montre. Ici, bon, les lignes de commentaires, on va peut-être pas les prendre. Mais cette ligne-là, vous pouvez la prendre. Alors, si vous voulez qu'au moment de la compilation, les choses, enfin les numéros de ligne restent lisibles et débuggables, etc. Et malheureusement, il faut mettre un backslash n. Donc, on peut imaginer un script qui lise un fichier et qui lise ce fichier-là
Enfin, vous pouvez écrire un code qui lit ce fichier-là et vous le transforme, ou vous pouvez aller voir du côté de cet outil qui a l'air de le faire aussi pour vous. Donc cet outil prend votre shader qui est là et tac, le transforme en chaîne de caractères. Hein. Voilà. C'est ça le but. Donc vous pouvez vous servir de ça. Mais bon, moi je vais le faire à la main, comme ça vous verrez tout. Donc je prends toutes les lignes qui m'intéressent. Et je viens compléter. Et je viens tout coller là. Bon, ça fait une grosse pagaille. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'on est? On est là. Ok. On est là. Je continue la chaîne de caractères là. Ah, cette ligne-là, j'en ai pas besoin. Je continue. Là, je mets pas les backslash n. Mais encore une fois, c'est mieux de les avoir. Ça vous permet de débugger plus facilement. C'est comme tout à l'heure, quand on a obfusqué, on a tout mis sur la même ligne, sauf la première ligne dièse version. Vous voyez, dièse version, je mets bien une ligne à part pour elle. Mais sinon, les autres, vous pouvez tout mettre sur la même ligne. Et là, je suis en train de tout mettre sur la même ligne. C'est juste le formatage, enfin le découpage, il sert juste pour moi, pour que mes yeux voient ce que je suis en train de faire, mais il n'y a pas de backslash n à la fin de chaque ligne. Mais voilà, mettez-le backslash n si vous voulez débugger. Hop. Hop. Ça, c'était la fermante. Voilà. En fait, donc, votre chaîne commence ici. IMVS, dièse version, retour à la ligne, et elle continue. Et tout ça, c'est votre fragment shader. On va tester ça tout de suite. Ça compile. Et ça s'exécute pas. Hop, on a quoi comme souci? IMVS, dièse version. Oui, dans le INVS, ouf, je sais plus, INFS, pardon. C'est bien, IN. J'ai un petit doute. Ok. Donc, que ce soit l'une ou l'autre, je pense. Bon, je ne sais plus exactement comment faut le décrire. Le mieux, comme ça je continue pas à dire des bêtises, c'est je vais dans GL for Dummies, BSRC. J'en ai plein des trucs comme ça dans GL for Dummies. Par exemple, dans les filtres type GL4DF, Blur, C. Voilà, à un moment, je vais voir un shader. Alors, je ne fais pas exactement de la même manière. Ok, pardon, oui. Non, je me suis un peu planté. Je suis allé un peu trop vite dans mes explications. Ok, il faut faire IM la balise, donc IMFS pour fragment shader. Effectivement, il faut quand même lui donner un nom, comme si c'était un fichier, et fermer la balise. Et ensuite commencer le shader. Vous inquiétez pas pour ce truc-là, c'est pas si important. Donc en gros, ce qu'il faut, c'est tout ça. Ce qui est nécessaire, c'est donner un nom de fichier. Effectivement, j'ai complètement oublié, parce que les shaders sont différenciés les uns des autres dans GL for Dummies par leur nom de fichier.
Et même si ici il n'y a pas de fichier, on fait semblant qu'on a un shader qui s'appelle, qui a un nom. Donc on peut très bien mettre Toto si on a envie. Tant que Toto, il n'y en a qu'un qui s'appelle Toto. Et ça devrait être bon. Et ça devrait être bon. Hop, voilà. Et donc là, sachez que je ne charge pas le vrai fichier qui se trouve dans le dossier shaders dans ces shaders basiques. Non, light.fs, vous voyez, je peux le rm shader light.fs et ça marche encore. Ok, vous voyez. Donc le shader a été embarqué dans le code. Bon, disons on l'a fait pour le fragment shader avec un peu de maladresse de ma part. On va essayer de le faire directement et plus rapidement pour le vertex shader avec moins de maladresse. Hop. Donc là, j'enlève le chemin vers le fichier et le fichier. Voilà, ok. Donc ça c'est, je sépare un peu, ça c'est le fragment shader. Et là, je vais lui donner le vertex shader. Donc vs toto.vs. Bon, pourquoi pas, hein. Enfin, ce qu'on veut. Le principal, c'est que chaque fois, il y a un nom différent. À chaque fois que vous créez un shader, vous inventez un nom différent et ça passera. Et donc, pour la suite, on va coller le code qui se trouve dans le shader. Alors, le fragment shader n'existe plus et le dièse version, je l'ai déjà pris, je crois. Et donc, je prends tout ça dans le vertex shader et je le colle là en reprenant ligne par ligne. Pas besoin de retour à la ligne à partir de là, mais encore une fois, faites-le si vous avez besoin de débugger. Bon, là c'était du commentaire, on va peut-être s'épargner le copier-coller du commentaire. Et voilà. Voilà, le vertex shader, le fragment shader. Je RM carrément le dossier shader, plus besoin, donc on ne le pèse plus. On n'a plus qu'un fichier C finalement. Et on a un binaire qui inclut directement le shader, qui devrait s'exécuter et fonctionner. Voilà. Il n'y a plus de dépendance au shader extérieur au code. Ce qui est une bonne chose et une mauvaise chose. Hein. Une bonne chose parce que bon, ça nous permet de gagner de la place. Parce que compiler des chaînes, en partie, ça va. Ensuite, avec UPX, ça va la compresser aussi. Et donc, ça va vous permettre de gagner de l'espace. Le mauvais côté, c'est que c'est moins facile à débugger si vous avez un bug. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc, essayer de revenir en arrière pour peser. Donc ici, on a un total finalement. Hein, donc avant, on avait 2 kg de plus, disons à grosso modo 2 kg de plus à cause des shaders. Et là, on est à 34 kg du binaire. La question, c'est combien était le binaire au début? Je me souviens plus. Je n'ai pas noté. Au tout début, on a fait la décompression de l'archive, on a fait make, et à un moment, je fais quoi là? Hop, et laisse.
c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. On a fait make. Voilà, à un moment, on a fait le ls-la. On a la taille en octets, 34 728. Et là, la taille en octets, 34 728. Voilà, pas plus. Finalement, donc pas plus, quoi. Le code n'est pas plus lourd. Voilà, affichage humain, 34 kg. Ça, c'est la version non optimisée encore, hein. Donc, si je fais maintenant UPX, c'était quoi? Force macOS 2 Lite, on est à 8 kg, comme tout à l'heure. Sauf que maintenant, on n'a pas les 2 kg en plus de shader à mettre dans la balance. Ça, c'était que un seul couple de shader, 2 kg de gagné. Donc en gros, on gagne pas mal en faisant ça. C'est probablement la meilleure solution pour avoir le truc le plus léger. Voilà. Je finis ma vidéo, qui était censée être courte, mais je crois qu'elle est longue. Je finis ma vidéo en vous parlant de deux petits trucs que je vous ai rajoutés, qui peuvent ou pas vous aider. Alors parce que c'est pas forcément évident à maintenir. C'est un truc que j'ai moi, enfin que j'avais fait moi pour mes propres démos, que je partage avec vous dans ces deux archives-là. Donc dans le dossier 06 démo, vous avez démo 64K 1.0 et démo 64K 1.1. Alors le 1.0, c'est juste un truc qui automatise l'utilisation du PX, qui nettoie 2-3 trucs, qui vous fait le fondu avec les fractales là, sans utiliser d'image. Donc disons, voilà, c'est une version de démarrage de votre projet qui peut être utile. J'ai corrigé 2-3 trucs pour qu'ils soient un peu plus robustes. Donc ce code-là, c'est pas vraiment de l'optimisation de taille, mais au moins de l'intégration du PX pour que ça optimise automatiquement la taille. Je vous montre rapidement dans XPF démo 64K 1.0. Démo 64K 1.0. Tout se passe, enfin une grosse partie du travail est faite dans le Makefile. Donc le code est compilé et UPX est appelé tout de suite dans la foulée. Vous avez un message ici, enfin j'ai un message ici qui dit UPX a retourné une erreur. C'est juste que je teste ce qu'a dit UPX et en fonction de ça, j'affiche ça. Ça veut juste dire que ça n'a pas fait le travail. J'ai pas mis le moins fort sur macOS parce que je sais qu'il marche pas. Mais si vous êtes sous Linux, ça ne dira pas qu'il y a eu une erreur. Voilà, c'est juste ça. Et si vous n'avez pas UPX, ça marchera quand même, mais ça vous dira que vous n'avez pas UPX. Donc, dans ce Makefile un peu mis à jour, vous testerez si vous avez des soucis, vous essayerez de corriger. J'ai rajouté la variable d'environnement UPX qui doit être testée quelque part par là. Voilà, ici. S'il ne trouve pas UPX, si cette UPX a écho, pas de UPX présent sur cette machine. Et UPX, qu'il soit en fait juste ce écho qui s'affiche ou le vrai UPX, il est exécuté à ce moment-là, juste après avoir créé le programme. Donc le programme est UPXé à ce moment-là. Et s'il y a un problème avec l'UPX, bon, j'essaie d'inventer un verbe, je n'arrive pas à prononcer. Le fait d'UPXer le programme échoue. Ça fait, s'il y a un échec, ça fait afficher ce message-là. Et si tout se passe bien, vous avez juste UPX qui finit le travail en vous disant j'ai compressé à tant de %. Voilà. Si par hasard vous n'avez pas UPX, ça ne créera pas normalement d'erreur. Si on dit que UPX s'appelle UPZ par exemple, enfin j'invente un truc qui n'existe pas et que je fais, pardon, je fais clean d'abord, et je fais make.
Ça vous dira, voilà, pas de UPX présent sur cette machine, mais en réalité, c'est pas UPX qu'on a testé, c'est UPZ. Et effectivement, il n'y a pas d'UPZ. Enfin, j'ai inventé un truc qui s'appelle UPZ et c'est pas ça. Voilà. Donc ça, c'est juste un makefile et puis un peu de code C qui a été un peu arrangé pour vous les L3, pour aussi, enfin toutes les personnes qui veulent faire de la 64K sans trop de complications. Ça, c'est la première version de ce que je vous propose d'utiliser. Dans laquelle vous pouvez utiliser les histoires d'obfuscation, etc., voire d'incorporation des shaders directement dans le code en C, etc. Dernière option que je vous propose, 64K 1.0, j'enlève ça, c'est démo 64K 1.1. Celle-là, c'est ma solution ultime, mais c'est la mienne. Peut-être que moi je l'ai écrite et du coup j'arrive un peu à la gérer. Enfin, c'est pas un truc hyper user-friendly, mais il fonctionne bien. J'arrive à le reprendre d'une année sur l'autre sans trop de problèmes. C'est-à-dire, je peux l'oublier un an et reprendre le code et le faire fonctionner assez facilement. Donc, il s'agit donc d'un démo helper, mais qui incorpore des fichiers pour unzipper. Et qui incorpore aussi dans le makefile beaucoup de commandes. Alors le makefile ici, il est vraiment un peu chaud, quoi. C'est un makefile un peu plus hard qui peut-être marche pas sur toutes les machines correctement. Déjà, il faut ZSH. Il ressemble aux autres makefiles que j'ai l'habitude de vous donner, euh, sauf, sauf quelques petits détails. C'est des démos 64K 1.1 Max Makefile. Et ce que vous avez à faire quasiment se trouve dans le Makefile pour que ça fonctionne. Des choses sur lesquelles il faut faire attention, voilà, pour que ça marche. Donc déjà, attention, ce Makefile, il est en ZSH, ce qui fait quelques conséquences au niveau de certains comportements ou certains bouts de code shell qui sont dedans, qui ne sont pas gérés tout à fait de la même manière que d'habitude. Vous pouvez constater que ce code déjà appelle plein de fichiers qui sont pas, vous n'avez pas l'habitude de voir. Hein, donc ça c'est pour dézipper. Un fichier que j'ai appelé type meta-C. Bon, en fait, c'est une sorte de fichier C, mais qui n'est pas tout à fait du C, mais qui, en fait, j'ai un bout de script shell qui va en faire un fichier C après. Donc, c'est une sorte de meta-C dans lequel je vais venir rajouter les noms de fichiers à dézipper. Alors, tout ce qui concerne le zippage, dézippage, et là, la compression. Donc le résultat va se trouver dans un dossier qui s'appelle bin. Ce qui va être compressé côté shader, c'est shaders. Et donc là, il lui dit, va regarder dans le dossier shaders et prends tout. Le fichier audio va être compressé à part. Donc il y aura deux zips qui vont être créés. Et là, je lui dis, va chercher le dossier qui s'appelle assets take on me. .mode. Et enfin, les zips qu'il doit fabriquer, le premier et le deuxième, il va les mettre dans bin. Et il y en a un qui s'appelle shaders.zip et l'autre qui s'appelle music.zip. Tout ça n'existe pas, les bins, tout ça, il n'y a pas de bin pour le moment. Il n'y a pas de fichier bin, de dossier bin ici. Par contre, il y a bien le dossier assets dans lequel il y a mon morceau audio. Et il y a bien le dossier shaders dans lequel il y a tous mes shaders. Et je touche à rien, hein, il va compresser tout automatiquement. Mais attention, donc quand même, faites attention à du coup bien les mettre ici. Sinon, ils ne vont pas faire partie du lot. Et faire attention au nom du fichier audio, sinon ce ne sera pas le bon. Et donc en fonction de ces informations-là, il va aller créer ce fichier C qui va s'appeler mini-unzip.c à partir de ce MC en exécutant un script. Et ce truc un peu chaud, je le fais ici dans cette
dans cette instruction-là. Bon, vous n'avez pas besoin d'y toucher, hein. A priori, ça devrait marcher pour vous. Vous devez juste vous occuper de bien spécifier vos shaders, enfin, vous assurer que vos shaders sont bien là et spécifier votre fichier audio là. Et aussi dans le fichier window.c, effectivement aussi être sûr que c'est ce fichier-là que vous demandez à lire. Voilà. Et c'est tout. Et ça devrait vous fabriquer automatiquement ces deux fichiers zip, un pour votre musique, un pour vos shaders. Et du coup, vous gagnez en compression de données ici. En fait, vous obtenez des données compressées pour vos shaders et des données compressées pour votre audio. Bien sûr, ça ne compressera pas mieux du MP3. Hein, ça compressera bien du mode, ça compressera bien du mid, mais ça compressera sûrement pas du MP3 parce que c'est déjà de la compression avec perte du MP3 et du coup compresser du MP3 c'est probablement augmenter la taille du fichier, ce qui n'est pas rentable. Donc bon, de toute manière, il ne faut pas utiliser de MP3 dans une démo 64K, à moins qu'il soit de quelques secondes. Bon, blablabla, j'ai dit beaucoup de choses. Le reste, bon, bah, c'est des petites modifications par rapport au Makefile habituel. Je vous montre comment ça marche. Donc, vous voyez, le code, il est là. Une partie du code est là aussi. Et donc, je fais make. Ça aime qu'à dire un dossier bin, ça aime qu'à dire un dossier bin assets, ça aime qu'à dire un dossier bin shaders. Ça compile les fichiers C. Hop, ça fabrique l'exécutable 64K. Attention, j'utilise la libz. Ah oui, chose vachement importante. Hein, donc, il faut installer la libz. Elle est installée sur la machine API 8. La libz, a priori, c'est une des libs les plus classiques. Donc, la libz, c'est pour la compression. Et ça appelle UPX. Hein, il fait ou pas son travail, disons, il a fait son travail. Là, il a retourné une erreur. Mais disons qu'il a fait son travail. Une fois qu'il a fait son travail, on zip le dossier musique et les assets. Voilà. Alors, enfin, on zip le fichier musique.zip avec l'asset musique. Et on zip le dossier shaders.zip, enfin le dossier shaders, dans le fichier shaders.zip. Et donc tous les shaders vont être compressés ici. Et on synchronise 64K dans bin. Donc tout va se trouver dans bin. Donc là, il n'y a plus qu'à aller dans bin. Et dans bin, vous avez le binaire, enfin, le programme. Vous avez la musique, non pas la musique, pardon. Oui, vous avez juste le dossier dans lequel va aller la musique. Vous allez avoir aussi le dossier dans lequel vont aller les shaders. Et enfin, vous avez la musique et le shader. Donc en gros, ici, dans votre dossier bin, pour savoir combien pèse votre démo, bon, soit ls-l, soit ls-lh, vous sommez ça, plus ça, plus ça. Voilà. Donc, ce qui nous fait combien? On va faire en kilo-octets. 72, oui, parce que UPX ne marche pas sur nos machines. On va faire un UPX forcé. Force Mac OS. Force Mac OS et 64K. Voilà. Donc, on a 20 kilo-octets plus... Oula, ça c'est lourd. 125, mais c'est Take On Me. Hein. Take On Me, elle est lourde. 20 kilo-octets plus 125 kg plus 1,3 kg des shaders. Ce qui est pas mal parce qu'il y avait 4 ou 5 shaders différents. Donc ça compresse pas mal hein, en comparaison avec quoi? Regardons ce qu'il y avait avant. Même si là on est en dehors des 64K à cause du morceau de musique.
Donc, bon, sans UPX, vous voyez le drame. Donc, c'est 72 kilos à la place de 20. Pour l'audio, combien pèse Takeon Me? 192 kilos. Après compression, donc le zip il pèse 125. On gagne un peu, pas beaucoup, mais un peu quand même. Et le dossier shaders, on est à quelque chose comme... Ouais, bon, on n'a pas gagné des masses. Si, quand même. 200, 600. Oui, on n'a pas gagné des masses dans le zip qui est là. Mais bon, globalement, quand quand on en a beaucoup, ça compresse mieux. Là, on en a pas beaucoup des shaders. Finalement, que 4, ça fait pas beaucoup, mais ça compresse pas mal ici. N'oubliez pas que vous pouvez un peu obfusquer ces codes-là, enlever les commentaires, etc. Et ça rajoutera de la compression. En gros, qu'est-ce que ça nous avait dit, le zip? Il nous avait dit, je sais plus où c'était, là. Ça, c'est les gains, pas la... Oui, il y en a qui compressent mieux que d'autres. Et pour la musique, oui, un gain de 35%. Voilà. Il y a quand même du gain en taille de fichier. Et puis tout ça, c'est plus ou moins automatisé. Donc, juste pour vous montrer, parce que je ne l'ai pas exécuté, je refais un make clean, je refais un make, que du coup, une fois que vous arrivez dans bin, vous exécutez votre programme, il décompresse à la volée. Comme avant, en fait. Tout fonctionne comme avant. L'autre différence, c'est que vous pouvez garder vos shaders dans des fichiers séparés, vous pouvez continuer à les déployer facilement. Jusqu'à la fin de votre makefile et 2 ou 3 trucs vous permettent de compresser et de décompresser tout ça à la volée. Une fois que c'est exécuté, vous pouvez constater que ça a été décompressé dans les dossiers. Dans le dossier Assets et dans le dossier Shader. Voilà pour éventuellement ce squelette de démo helper qui pourrait vous servir pour gagner de la place, de l'espace et donc passer sous la barre des 64K. Voilà, je termine là-dessus. Donc tout est là dans le dossier 06 démo. Et c'est ces deux archives-là, sachant que, bon, voilà, si vous voulez la version la plus automatisée, c'est plutôt celle-là. Celle-là, voilà, ça peut aussi très bien faire l'affaire. Mais ici, je vous conseillerais d'utiliser les histoires qu'on a vues au début de IMFS, IMVS pour incorporer vos codes directement dans le binaire. Voilà, on termine là-dessus. Bon courage à vous et à bientôt.